ce webinaire qui est le troisième de la série du colloque que le Conseil scientifique de la SNHF organise pour l'année 2021 sur le dérèglement climatique, un défi pour les plantes. Donc, pendant le premier webinaire, nous avions fait appel à 3 climatologues qui étaient venus nous expliquer le changement climatique et les phénomènes qui l'accompagnent. Nous avons eu ensuite un deuxième webinaire qui avait trait aux ravageurs des forêts et aux ravageurs des jardins. Et nous entamons aujourd'hui une série de 2 webinaires sur que nous dit la nature. Que nous dit la nature. Donc aujourd'hui, nous allons avoir des visions plutôt généralistes ou d'observation de milieux naturels. Et la semaine prochaine, nous aurons des observations en forêt, puisque les forêts sont aussi très impactées par le changement climatique. Alors, pour les auditeurs, si vous voulez poser des questions, le mieux, c'est de les poser dans la partie Q&R. Et à la fin de chaque exposé, les animateurs reprendront vos questions, les poseront aux orateurs et vous aurez, j'espère, les réponses à vos questions. Ce que je vous demande, dans la mesure du possible, c'est de réserver la partie discussion aux questions plus matérielles, si vous avez des difficultés de connexion, si vous entendez mal, si vous voulez poser une question plus générale, mais qui n'a pas trait à la conférence qui est en cours, vous allez dans la partie discussion. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, soit en cours de conférence, soit à la fin. Et nos 2 animateurs, qui sont tous les 2 membres du conseil scientifique de la SNHF, Philippe Morel-Chevillet, qui était auparavant ingénieur de recherche à l'INRA, qui a pris sa retraite il y a peu de temps, et Philippe Richard, qui est actuellement directeur du Jardin botanique de Bordeaux. Voilà, Philippe, je vous passe la parole. Eh bien, bonjour à tous et merci de votre présence pour ce 3e webinaire. Donc, la première conférencière va être Madame Clémentine Azam, qui est chargée du programme écosystème au sein du Comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature, où elle pilote les actions de promotion et de valorisation des solutions fondées sur la nature en France, pour répondre aux défis que posent les changements globaux, notamment liés au climat. Elle est docteure en écologie au Muséum d'histoire naturelle et elle dispose d'une bonne expertise sur ces domaines. Elle va donc nous présenter un exposé sur les solutions fondées sur la nature pour répondre au changement climatique et aux risques naturels. Et je lui donne la parole. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je partage mon écran. Donc, bonjour à tous. Donc, merci pour cette présentation. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de solutions fondées sur la nature pour répondre aux changements climatiques et aux risques naturels. Alors, tout d'abord, pour commencer, quelques éléments de définition. Donc, qu'est-ce qu'une solution fondée sur la nature? Une définition, disons, officielle a été adoptée au Congrès mondial de l'UICN en 2016 et est définie comme des actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement des enjeux de société de manière efficace et adaptative tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc voilà, c'est une définition très théorique et assez complexe et donc à partir de là, on va la dérouler petit à petit tout le long de cet exposé. Donc concrètement, ce sont 3 types d'actions qui peuvent être mises en œuvre soit seules, soit combinées dans les territoires. Donc il s'agit d'actions de préservation d'écosystèmes fonctionnels et en bon état écologique, d'amélioration de la gestion d'écosystèmes pour une utilisation durable, ou encore un dernier aspect de vraiment restauration, de projets de restauration d'écosystèmes dégradés
et dans certains cas, voire de création d'écosystèmes. Donc, dans ces cas de création d'écosystèmes, on est souvent dans, par exemple, un contexte urbain où on va créer de nouveaux écosystèmes pour permettre de répondre à certains défis liés en fait à l'urbanisation et à l'adaptation au changement climatique. Donc, pour que ces actions en fait puissent avoir un réel impact et être efficaces, elles doivent être menées à une échelle spatiale cohérente vis-à-vis du fonctionnement de l'écosystème d'une part, mais aussi vis-à-vis du contexte paysager et socio-économique local. Et elles doivent être pérennes dans le temps, donc pour ça, reposer sur une gouvernance inclusive, donc pour que la solution soit co-construite et partagée finalement avec l'ensemble des parties prenantes et aussi des populations locales pour favoriser une bonne acceptabilité du projet et que c'est un peu une condition sine qua non en fait à la durabilité des projets. Donc, ces solutions fondées sur la nature, donc, elles ont un double objectif. Elles ont vraiment l'objectif de répondre à un défi de société et de présenter des bénéfices pour la biodiversité. Donc, finalement, c'est un concept parapluie qui repose sur tout un tas d'actions et d'outils, finalement, qui sont existants en écologie. Donc, aussi bien la restauration écologique, la gestion le génie écologique, la gestion écologique et tout un tas d'approches fondées sur les écosystèmes pour finalement répondre à certains besoins de société. Et donc, elles ont cette double finalité, biodiversité et répondre à un défi sociétal. Donc, en particulier, l'ensemble des défis que peuvent poser les changements globaux à nos sociétés, donc à savoir l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la réduction des risques naturels, le développement socio-économique local et durable, la santé humaine, la sécurité alimentaire et la sécurité de l'approvisionnement en eau. Donc, très concrètement, pour illustrer le type d'actions en fait, qui peuvent être mises en place dans le cadre de projets de solutions fondées sur la nature. Donc, si on se met à une échelle d'un bassin versant, par exemple, vous avez ici représenté schématiquement tout un tas d'actions qui peuvent être mises en place pour prévenir les risques d'inondation. Et limiter l'exposition des populations au risque d'inondation. Donc, ça peut être des actions de remembrage de cours d'eau, de restauration de ripisylves, d'aménagement de zones d'expansion de crues. Ça peut être des mesures qui peuvent être mises en place au sein des villes pour végétaliser et désimperméabiliser les villes et ainsi diminuer le phénomène de ruissellement. Et c'est ensuite aussi des actions qui peuvent être mises en place dans les têtes de bassin pour comme la végétalisation de versants ou végétaliser les lits de ravines érodés pour limiter l'érosion et aussi ralentir finalement le cycle de l'eau et le phénomène de ruissellement. Si on prend par exemple, si on s'intéresse plus donc, dans les milieux littoraux au risque d'érosion côtière et au risque de submersion marine, là de la même façon, plusieurs actions de préservation, de restauration ou de gestion durable d'écosystèmes littoraux peuvent permettre de façon très significative de réduire l'exposition des populations à ces phénomènes-là. Donc, par exemple, les mangroves, donc la préservation et la restauration de mangroves peuvent former une forme de barrière naturelle, une protection naturelle pour les populations littorales face aux tempêtes, aux ouragans, aux tsunamis. De la même façon, des herbiers de posidoniers en bon état de fonctionnement peuvent permettre de réguler la vitesse des courants marins et ainsi diminuer le phénomène d'érosion. La restauration et la conservation en fait, d'un réseau d'écosystèmes dunaires et sableux fonctionnels permet en fait un rechargement efficace, un rechargement important en sable des plages et des dunes et limite ainsi le phénomène d'érosion. Donc voilà, ce type d'action de préservation et de restauration sur ce type d'écosystème, par exemple, peuvent être des solutions fondées sur la nature pour limiter les risques d'érosion et de submersion marine. D'autres types d'actions qui peuvent être mises en œuvre, c'est par exemple le fait de détruire finalement certains ouvrages comme des digues ou des enrochements pour restaurer le fonctionnement hydrosédimentaire des écosystèmes littoraux. Et ça permet ainsi de diminuer ce phénomène d'érosion. On est plus sur une approche fonctionnelle. On restaure en fait un fonctionnement hydrosédimentaire naturel pour regagner une dynamique naturelle de ces milieux et donc limiter les phénomènes d'érosion qui peuvent être aggravés en fait par ces infrastructures grises.
Malgré tout, donc ces dernières années, le concept de solution fondée sur la nature a connu un engouement très important avec voilà, de nombreux projets qui ont été développés. Et on a vu apparaître dans le monde voilà, certaines dérives ont pu être faites ou certaines maladresses, disons, sur la façon dont étaient envisagées les solutions fondées sur la nature. Pour parler de façon très caricaturale, hein, ce n'est pas forcément aussi caricatural, mais voilà, on ne peut pas parler de solutions fondées sur la nature quand voilà, dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques, aller planter des arbres exotiques en monoculture dans une zone ne peut pas être considéré comme une solution fondée sur la nature, dans le sens où ça peut avoir un impact important pour la biodiversité locale ou pour les populations locales qui dépendent de revenus liés au milieu naturel présent sur place. Donc voilà, donc l'UICN, donc au niveau international, a ressenti le besoin de mettre en place un standard en fait international sur les solutions fondées sur la nature pour vraiment cadrer ce concept et accompagner sa mise en œuvre concrète sur le terrain pour que justement, voilà, l'idée d'établir un langage commun et partagé entre tous et éviter les mauvaises interprétations sur ce que peuvent être les solutions fondées sur la nature. Et c'est aussi d'un outil qui est mis en place qui se veut être une sorte de guide d'utilisation pour les porteurs de projets en fait et pour leur permettre en fait de voilà, quand ils sont en train de planifier ou de projeter, de mettre en place une solution fondée sur la nature, quels sont en fait les éléments clés à inclure dans le projet pour maximiser les chances de réussite. Et c'est aussi un standard qui a été fait pour plus les organismes financeurs, pour leur faciliter l'évaluation de la qualité et de la pertinence de projets, et donc leur permettre d'identifier les projets qui relèvent ou non de SFL. Donc, ce standard est structuré en 8 critères et 28 indicateurs qui précisent en fait les éléments qui sont à inclure dans une solution fondée sur la nature, aussi bien au niveau de sa planification, de sa conception et de la mise en œuvre du projet. Donc, vous verrez sur la figure qui est présentée ici, donc les 8 critères, donc ils sont évidemment tous interconnectés entre eux. Et donc, disons, le squelette un petit peu structurant de la solution fondée sur la nature, ce sont vraiment les 5 premiers critères donc, qui sont détaillés ici. Donc, avec l'enjeu de répondre à un défi sociétal qui est identifié sur le territoire. Donc, en gros, répondre très clairement à un besoin. Dimensionner le projet à une échelle spatiale pertinente, aussi bien d'un point de vue écologique que d'un point de vue socio-économique et au regard aussi du défi sociétal qui est identifié. L'enjeu du bénéfice net pour la biodiversité est aussi crucial. Et ensuite, donc, les 2 derniers points donc, qui concernent plus la pérennité sur le long terme du projet, donc avec l'adoption d'une gouvernance inclusive de l'ensemble des populations et des acteurs locaux, d'une part pour s'assurer du respect des droits de chacun, mais aussi pour être sûr que voilà, les contraintes et les risques pour tout le monde ont bien été évalués dans le projet et sont bien pris en compte. Donc vraiment avec une idée d'avoir une solution, enfin un projet qui va être co-construit avec les différentes parties prenantes pour que voilà, justement il puisse être pérenne dans le temps. Et enfin, il y a le dernier aspect sur la viabilité et la faisabilité économique du projet pour que celui-ci puisse durer aussi dans le temps. Et ensuite, donc, les 3 derniers critères. Donc, le 6e critère qui concerne l'équilibre des compromis entre les 5 premiers objectifs, donc avec vraiment une approche d'analyse aussi coût-bénéfice direct et indirect. Donc, pour qui sont les bénéfices, qui sont les coûts et qui portent les coûts et être sûr qu'il y a voilà, un bon équilibre de l'ensemble des compromis, en fait, et que finalement, réussir à trouver la solution qui va voilà, pouvoir permettre de trouver voilà, une forme de consensus et de compromis entre les différents enjeux. Il y a aussi un aspect sur l'adoption d'un mode de gestion adaptatif. Donc ça, c'est l'idée d'avoir aussi une gouvernance, une organisation du projet qui va être relativement flexible et dynamique pour pouvoir s'adapter au changement. Donc ça peut être aussi bien au changement climatique. On est quand même, dans bien des cas, vraiment dans une approche exploratoire où on ne sait pas trop comment les écosystèmes vont répondre dans quelques années et où les espèces vont répondre aussi par rapport au changement climatique ou comment vont se traduire très concrètement les changements climatiques dans une zone donnée. Donc, il y a vraiment cette idée d'adopter, d'avoir une organisation qui est relativement flexible et pour pouvoir adapter les actions en fonction en fait d'éventuels changements ou en tout cas d'un contexte qui est toujours un petit peu mouvant et changeant. Et ensuite, il y a l'idée de créer un effet d'entraînement pour permettre de déployer les solutions fondées sur la nature à une échelle plus importante. Donc,
C'est-à-dire que finalement, les projets n'ont pas forcément à être dimensionnés de façon très importante, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir aussi créer un effet d'entraînement, de faire un peu de tâche d'huile pour pouvoir ensuite voilà, créer une dynamique autour du déploiement de ces solutions dans les territoires. Et donc, par rapport à ça, donc nous, au Comité français, nous sommes en train de finaliser, donc normalement, ça devrait sortir ces prochaines semaines, un guide d'appropriation du standard mondial pour accompagner les décideurs et porteurs de projets. Donc, en fait, c'est une sorte de guide pour faciliter en fait, l'appropriation du concept de solution fondée sur la nature et du standard mondial de l'UICN, qui peut être en lui-même un petit peu difficile à appréhender. Donc là, nous l'avons structuré en 8 questions clés à se poser pour mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature. Et donc, il peut être utilisé à différentes étapes du projet, aussi bien en amont, en cours ou une fois le projet terminé, et pour finalement accompagner les personnes intéressées ou les porteurs de projets dans leur démarche. Donc, vous pourrez il sera téléchargeable très prochainement sur notre site internet. Et voilà, donc si on en vient par rapport au sujet d'aujourd'hui, en lien avec finalement les changements climatiques. Donc si on considère la biodiversité et le climat, et l'érosion de la biodiversité et les changements climatiques, donc très clairement, les enjeux sont tout à fait interdépendants. Dans le sens où le climat définit et influence les conditions de vie sur la planète, donc aussi bien la distribution spatiale des espèces, des écosystèmes, la phénologie, les rythmes d'activité des espèces, les mouvements. Et dans l'autre sens, les écosystèmes sont les principaux réservoirs naturels de carbone de la planète et absorbent la majeure partie des émissions émises par les activités humaines. Donc, ils ont un rôle de puits de carbone très important, mais à contrario, leur dégradation peut entraîner des émissions de CO2 très importantes. Donc, c'est sûr que la biodiversité a un rôle, et la conservation de la biodiversité a un rôle majeur à jouer dans les stratégies d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Et si on regarde un petit peu, donc plus précisément, les impacts que peuvent avoir les changements climatiques pour les territoires, donc encore une fois, c'est une très grosse simplification et la liste n'est absolument pas exhaustive, il peut y avoir beaucoup de variations au niveau très local. Donc, en schématisant, donc si on observe une hausse des températures, une modification du régime des précipitations, une intensification des aléas climatiques qui, au global, du coup, entraîne une modification des saisons et une modification des aires de distribution des espèces. Et finalement, pour les sociétés, ces changements climatiques ont un effet amplificateur des autres défis sociétaux qui sont ciblés par les solutions fondées sur la nature. Donc, typiquement, l'intensification des aléas climatiques et les modifications des régimes de précipitation, par exemple, augmentent l'exposition des territoires aux risques naturels, comme par exemple les inondations. De la même façon, la hausse des températures et les régimes de précipitation peuvent avoir en fait des conséquences très importantes sur la sécurité alimentaire et la sécurité de l'approvisionnement en eau. Et voilà. Et donc finalement, tous ces enjeux sont interdépendants et sont tous finalement amplifiés et interagissent avec les changements climatiques en cours. Et donc, si on regarde de quelle façon les solutions fondées sur la nature peuvent apporter en fait des solutions pour adapter les territoires au changement climatique. Donc, c'est l'objet en fait d'un LIFE dans lequel nous faisons partie, donc qui est le LIFE Artisan, qui est piloté par l'OFB. Donc, ce projet en fait LIFE sur 8 ans s'intitule précisément, là je lis parce que le titre est quand même assez difficile, accroître la résilience des territoires au changement climatique par l'incitation aux solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et donc, ce projet notamment accompagne une dizaine de sites pilotes en France, donc dans différents milieux et différents contextes, sur la mise en œuvre de solutions d'adaptation au changement climatique fondé sur la nature. Donc, par exemple, comme type d'action et type de projet que l'on va pouvoir trouver, donc ça va être la restauration d'un réseau de haies bocagères dans des paysages agricoles pour prévenir l'érosion, le ruissellement, les sécheresses et favoriser la biodiversité agricole. La préservation et la restauration de zones humides, par exemple, pour prévenir les risques d'inondation et de sécheresse, tout en favorisant des espaces qui sont des hotspots de biodiversité et qui sont très souvent d'une biodiversité menacée. Donc, par exemple, ça c'est hors artisan, mais pour vous citer un exemple sur ces enjeux de gestion et de préservation de zones humides,
Par exemple, en Île-de-France, la suppression des plans d'eau permanents de la Bièvre, donc d'un cours d'eau, a permis en fait de reconnecter le cours d'eau avec les zones humides environnantes et ont permis pour ces territoires qui étaient très exposés au risque d'inondation d'augmenter de 30% le volume de stockage de l'eau dans ces zones humides. Donc, à la fois, ça a permis de restaurer un fonctionnement hydrologique du cours d'eau et des zones humides naturelles et de restaurer une fonctionnalité écologique de ces milieux à une échelle spatiale large, donc avec un effet très positif pour la biodiversité. Et en plus, ça a permis de diminuer l'exposition des personnes voilà, et des populations au risque d'inondation. Donc ça, typiquement, on est face à une solution fondée sur la nature et qui est très, voilà, permet d'adapter ces territoires au changement climatique et à l'augmentation en fait, de l'exposition des populations au risque d'inondation. Et un tout dernier exemple, donc par exemple dans un contexte vraiment urbain, donc avec les changements climatiques, on a de plus en plus d'effets d'îlots de chaleur urbains, donc avec des chaleurs très importantes qui sont liées au fait que ce sont des environnements très minéraux. Donc par exemple, des actions de désimperméabilisation de villes et de végétalisation de villes, pour peu que ces stratégies, que ces actions de végétalisation soient menées avec des espèces locales, natives et qui vont avoir, voilà, qui vont pouvoir permettre à toute une biodiversité associée de s'installer. Donc, elles vont avoir un effet positif pour les citadins, dans le sens où elles vont diminuer les effets d'îlots de chaleur urbains et prévenir les ruissellements des eaux de pluie. Mais en plus, elles vont permettre de favoriser toute une biodiversité urbaine, donc pour créer finalement une sorte de nouveaux écosystèmes avec toute une biodiversité associée. Donc, pour conclure mon exposé, donc les solutions fondées sur la nature sont des actions concrètes de préservation, restauration et de gestion durable d'écosystèmes. Et ce sont des solutions sans regret qui relaient positivement la nature et l'homme. Et un point que je n'ai pas trop développé, mais qui est important de souligner, c'est que c'est une alternative qui est économiquement viable et durable et qui est souvent bien moins coûteuse que des investissements technologiques ou de construction d'infrastructures grises. Par exemple, si on compare les travaux de fixation de dunes et de restauration d'écosystèmes dunaires, cela coûte beaucoup moins cher que la construction d'enrochements ou de digues, notamment sur le long terme parce qu'il n'y a pas d'entretien et de travaux de maintenance à effectuer. Et pour autant, les résultats sont largement voire plus efficace en termes de limitation du phénomène d'érosion et du risque de submersion. Et donc souvent, ces différentes solutions apportent en outre des bénéfices multiples pour les territoires, aussi bien d'un point de vue paysager qu'en termes de bien-être et voire d'activité économique durable. Donc, je vous remercie de votre attention et si cela vous intéresse, donc je vous invite, vous avez le lien de notre site internet sur cette page où vous pourrez trouver donc différentes publications que nous avons menées, notamment les deux qui sont présentées ici et qui sont en fait des recueils en fait de retours d'expérience, d'initiatives concrètes qui ont été menées par différents territoires et dans différents contextes de mise en œuvre de solutions fondées sur la nature pour prévenir les risques en particulier et aussi pour lutter contre les changements climatiques. Et voilà, avec un peu voilà, des informations en fait sur comment concrètement on peut mettre en œuvre ce type de projet et les différentes difficultés que les porteurs de projets ont pu rencontrer et comment ils les ont levées. Voilà, donc je vous remercie et reste à votre disposition pour répondre aux questions. Merci infiniment Clémentine pour cet exposé qui a été à la fois clair et concis, ce qui est toujours appréciable dans une conférence comme celle-ci. C'est un regard nouveau qui est intéressant de regarder ce que la nature peut apporter quand on s'appuie considérablement dessus pour apporter les solutions qui sont nécessaires aujourd'hui pour restaurer en particulier les écosystèmes. Alors, quelques questions. Qu'entendez-vous par solution sans regret pour qualifier les solutions fondées sur la nature? Alors, par sans regret, c'est plus une expression, c'est par rapport finalement un peu en comparaison à d'autres solutions à d'autres, par exemple, des constructions d'infrastructures grises, par exemple, ou pour la rétention d'eau, ou de l'enrochement, par exemple, dans les milieux littoraux, où au final, elles permettent à court terme de prévenir, de régler un problème identifié, mais vont entraîner tout un tas de complications sur le long terme. L'idée avec les solutions fondées sur la nature, quand on parle de solutions sans regret, c'est cette idée de durabilité, en fait. C'est-à-dire qu'on met en place une solution
qui va en fait être pérenne et résiliente dans le temps. En fait. Donc, parce qu'avec cette idée que dès la conception, on adopte en fait une approche intégrative des différents enjeux, aussi bien des enjeux environnementaux que des enjeux socio-économiques, pour finalement avoir une résilience par rapport au changement et par rapport à des phénomènes qu'on n'a pas encore envisagés. C'est un peu cette idée de solution sans regret. À propos de l'idée de pérennité, comment pouvez-vous apprécier, on va dire anticiper, sur la pérennité d'une solution choisie? Parce qu'en écologie, on sait que c'est le facteur qui est difficile à appréhender. Est-on toujours sûr d'avoir fait le bon choix? C'est sûr, c'est pas forcément évident, c'est tout à fait du cas par cas. Après, l'idée, c'est quand même s'il y a quand même une littérature sur laquelle on peut s'appuyer sur le fonctionnement des écosystèmes et sur voilà, l'écologie de certaines espèces et tout ça. Et l'idée vraiment, c'est quand même plutôt de s'appuyer sur des dynamiques naturelles, sur un fonctionnement naturel. On n'est pas sur une logique très interventionniste. Donc, voilà, c'est pas comme par exemple on introduit une espèce dans un cadre de lutte biologique et on n'avait pas prévu en fait que cette nouvelle espèce qui n'était pas dans l'écosystème a changé complètement de comportement et voilà et se met par exemple sur un nouvel hôte. Enfin voilà, on n'est pas. Enfin. Oui, je comprends. Ouais. Voilà. Ouais. Après voilà, c'est un peu, c'est du cas par cas après et c'est vrai que c'est pas toujours simple et que là on commence à avoir de plus en plus de projets qui nous remontent de différents contextes, et voilà. Après, concrètement, sur le terrain, par rapport à des problématiques bien précises et tout ça, c'est pas si simple. J'ai une question qui concerne l'agriculture. Dans beaucoup de zones agricoles, on continue à drainer, à arracher des haies. Quelle action entreprendre, à votre avis, sur ce sujet? Là, j'imagine que c'est plus voilà, des actions. Là, dans ce contexte-là, c'est vrai que surtout dans le contexte de changement climatique, voilà, la restauration de réseaux de haies devient en fait une mesure vraiment incontournable. En fait, il faut réconcilier l'agriculture et les arbres finalement. Et donc, si ce sont des régions où c'est un choix politique finalement, cette politique agricole-là de drainer et d'arracher des haies, finalement, c'est un travail de sensibilisation très important qui est à faire auprès voilà, du monde agricole et ou des élus locaux pour essayer de sensibiliser finalement voilà, à d'autres pratiques et à d'autres alternatives. Alors, un peu dans le même sens, il y a une participante qui dit, je cite, « Je ne prêche pas pour l'enrochement, mais j'ai pu constater les faiblesses de fixation des dunes par les plantes sur la côte nord-ouest de la Gironde. » Qu'est-ce que vous pensez de ce point de vue? Alors, je ne connais pas précisément le cas. Il faudrait voir en fait le projet dans le détail, voir ce qui a été mis en place, les plans qui ont été fixés, enfin voilà, les différentes actions qui sont mises en œuvre. À côté de ça, nous avons publié le recueil sur les solutions fondées sur la nature et les risques liés à l'eau en France, et nous sommes en train de finaliser du coup le même recueil, mais sur les risques littoraux. Donc en particulier, donc vraiment que centré sur les milieux littoraux et avec les risques d'érosion et de submersion. Et notamment beaucoup d'actions qui sont menées dans le cadre par le Conservatoire du littoral et l'ONF, qui ont en fait des retours d'expérience très, très positifs en termes d'efficacité et de limitation du recul du trait de côte et du risque de submersion. Donc après voilà, c'est pas forcément, c'est du cas, encore une fois, ça dépend des projets et ça dépend de la façon dont ils peuvent être mis en œuvre. Donc, je ne connais pas exactement l'exemple donc de la côte nord-ouest de la Gironde, mais on ne peut pas généraliser sur est-ce que c'est mieux ou pas. Après, il y a peut-être des cas où le phénomène est tellement important qu'il faut un peu d'infrastructure grise aussi. Il peut aussi y avoir une combinaison de différentes actions. En fait, derrière l'idée de solutions fondées sur la nature, c'est vraiment pas de dire
telle action peut être ou non une solution fondée sur la nature. Bon, il y a certaines actions qui clairement ne rentrent pas dans les cases, je veux dire, mais qu'après, c'est quand même une approche vraiment par projet et de vraiment de réussir à trouver une solution qui va être en adéquation qui va, avec un territoire et qui va vraiment s'adapter à un contexte spécifique. Bien sûr. Enfin, il y a un mot, peut-être vous pourriez dire un mot, il y a un mot que j'ai très apprécié dans votre exposé, c'est celui de reméandrisation. Est-ce que vous pourriez dire un mot sur cette pratique qui, je crois, n'est pas familière à tout le monde pour la remodélisation des cours d'eau? D'accord. Alors, je n'étais pas sûre si c'était d'ailleurs reméandrage, reméandriser. Je ne suis pas trop sûre du mot exact. Donc ça, c'est notamment, il y a eu quand même toute une période où on a beaucoup canalisé les cours d'eau et où on les a voilà, mis en linéaire finalement, et que finalement ça entraîne vraiment une accélération importante du cycle de l'eau et des courants, et donc voilà, ça augmente le risque d'inondation et le risque de crue. Et donc, cet effet de reméandrement sûrement, de cours d'eau peut vraiment, du coup, limiter en fait l'intensité aussi de ces phénomènes d'inondation. Donc, c'est-à-dire, c'est je sais pas, de restaurer en fait les méandres naturels, initialement naturels des cours d'eau. Et souvent, ça s'accompagne avec ensuite une logique aussi de restauration des berges, de renaturalisation des berges, de restauration de ripisylves. Donc, souvent, ce type de mesure va être quand même aussi accompagné voilà, de zones d'expansion de crues et de restauration, de renaturalisation des berges. Merci. Il me reste à vous remercier beaucoup pour votre exposé. Attends, j'ai une question, Philippe, si tu veux bien. Je t'en prie. Oui, quand vous avez énoncé les différents critères pour faire partie des solutions fondées sur la nature, vous avez dit mesurer l'effet sur la biodiversité. Alors j'imagine que ça dépend évidemment des projets, mais d'une façon un peu générale, comment mesurez-vous l'effet sur la biodiversité et dans quelle échelle de temps? Oui, c'est une très bonne question parce que dans l'idée, c'est vrai que dans bien des cas, on peut aussi noter les effets positifs sur la biodiversité ont lieu au bout d'un certain temps. En fait, on peut vraiment les mesurer au bout d'un certain temps et qui n'est pas forcément le temps de financement des projets. Et donc, finalement, la possibilité de mettre en place des indicateurs de suivi sur le long terme, c'est pas évident. Mais voilà, après, il y a différents, c'est vrai qu'on recommande de mettre en place différents indicateurs de suivi. Voilà, ça peut être, voilà, dans certains cas, de restauration de zones humides, une fois tous les 2-3 ans. Voilà, peut être un suivi amphibien, suivi flore, enfin voilà, ça peut être vraiment des suivis d'espèces de faune et de flore qui peuvent être menés régulièrement par des associations naturalistes locales, en partenariat avec des associations naturalistes locales, par le biais des sciences participatives aussi. C'est un levier tout à fait intéressant. Je pense qu'on en parlera après. Et ensuite, il peut aussi y avoir d'autres indicateurs plus indirects qui peuvent être des indicateurs de qualité de l'eau, des indicateurs de suivi du trait de côte. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être suivies au fur et à mesure et donner des indications indirectes. Et ensuite, voilà, toujours en se rapprochant ensuite aussi de la littérature qui existe sur les différents sujets qui peuvent permettre ensuite de faire en fait des hypothèses, des extrapolations sur les effets que peuvent avoir les différentes actions sur la biodiversité. Merci beaucoup, c'est clair. Merci à vous. Bien, je vais peut-être reprendre la parole pour présenter l'orateur suivant. Avant, juste une petite question encore à Clémentine, avec une réponse rapide, j'espère. Est-ce qu'il existe un exemple, en quelque sorte un peu emblématique, d'une solution fondée sur la nature qui a corrigé une grave erreur commise antérieurement avec des méthodes plus dures, plus technologiques en France, dans n'importe quel domaine?
un projet phare, j'aurais du mal à vous en indiquer, mais je peux vous inviter à aller voir la brochure sur les risques liés à l'eau, où il y a quand même beaucoup d'actions qui ont pu être menées par des porteurs de projets, sur notamment voilà, des infrastructures qui avaient été installées le long des cours d'eau, donc typiquement voilà, le fait de canaliser, enfin de mettre, de canaliser des cours d'eau ou de mettre en place des seuils, enfin voilà, ces différentes choses qui, du coup, voilà, des actions qui, finalement, une des premières mesures était de faire sauter en fait ces infrastructures et ensuite de restaurer un fonctionnement plus naturel. J'aurais du mal à vous citer un projet très, très emblématique parce qu'il y en a plusieurs et qui sont plutôt des petits projets voilà, qui peuvent être… Mais je pense que, par exemple, l'exemple de la Bièvre est assez parlant, quand même, je trouve aussi. Le fait d'avoir juste voilà, supprimer les plans d'eau permanents de la Bièvre et de lui permettre de retrouver de reconnecter cette rivière avec les zones humides adjacentes, je trouve que c'est un bon exemple dans le sens où, voilà, c'est quand même une région qui est très exposée au risque d'inondation et finalement, la solution a été assez simple en termes de travaux à effectuer, assez peu coûteuse et avec une efficacité très importante. Très bien. Merci beaucoup pour cette Merci à vous. présentation très intéressante. Donc, je présente maintenant Monsieur Van Rett, qui est ingénieur agronome et docteur en écologie. Il travaille au sein du Centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, le CREA du Mont-Blanc, où il est responsable de la science participative. Et dans ce cadre, il coordonne différents projets qui ont l'objectif d'être accessibles au plus grand nombre pour, d'une part, améliorer la connaissance de la biodiversité en montagne, et puis d'autre part, comme il le dit, promouvoir un émerveillement du vivant par la démarche scientifique. Et donc, il va nous parler d'un projet particulier qui est Phénoclim, de sciences participatives pour suivre l'évolution de la phénologie d'un certain nombre d'espèces en territoire de montagne. Et je lui donc passe la parole pour une 20-25 minutes. Écoutez, bonjour à tous. J'essaye de partager mon écran. Je ne le retrouve plus. Partager, d'accord. Alors, une petite seconde. Donc, je vais présenter donc nos blancs, du Phénoclim, suivre l'évolution de la phénologie, effectivement, au territoire je travaille au CREA Mont-Blanc, que je vais présenter juste en une diapositive. Blanc, c'est le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. Mais la mission, c'est vraiment de mieux comprendre les milieux naturels de montagne. Et pour ça, on sert d'outils qui sont assez conventionnels dans la recherche en écologie, et des suivis de terrain, des outils de piège également. Mais notre grande spécificité, On ne vous entend pas très bien. On ne vous entend pas très bien. Les chercheurs de la biodiversité de montagne. Qu'est-ce que je peux faire? Ma vidéo On ne vous entend plus du tout. Hein. Le son, il faudrait que vous vous rapprochiez du micro, je crois. Mais c'est très haché. Nos caméras sont coupées. Hein.
Non, non, c'est très, très mauvais, là. On ne vous distingue pas, votre voix. Oui, là également, entendez. C'est mieux. Oui, il semblerait qu'on ait perdu Monsieur Van Rett. Est-ce Est-ce que vous nous entendez? entendez très bien? Alors, excusez-nous, on a un petit problème technique. On va essayer de récupérer la connexion avec Monsieur Van Rett qu'on vient de perdre. Il devrait pouvoir se reconnecter, je pense. Le voilà qui revient. Bon, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? C'est mieux. Bon, mais je fais une tentative de changement de réseau. Malheureusement, je suis un petit peu tributaire de tout ça. Écoutez, je vous propose qu'on poursuive et puis vous allez me dire si c'est plus audible qu'auparavant. Alors, je remets l'écran partagé. Là, on vous entend correctement. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Je vais reprendre où j'en étais dans la présentation. Donc, j'évoquais le fait que la science participative est un point qui fait vraiment partie de notre ADN au Créa Mont-Blanc. Et quel est, en un mot, le principe de cette science participative? C'est de pouvoir permettre, d'un point de vue, on va dire, des chercheurs, de pouvoir permettre que plutôt que d'avoir des observations et donc des conclusions, des interprétations qui peuvent se faire de façon assez ponctuelle dans l'espace et le temps, c'est de pouvoir bénéficier de la présence d'observateurs sur un territoire très étalé et de façon synchrone pour faire des observations, en l'occurrence dans le cadre de Phénoclim, sur la phénologie, qui est donc, c'est évoqué dans la présentation précédente, qui est donc cette étude de l'apparition des rythmes saisonniers chez les plantes, chez les animaux. Donc, un exemple pour les plantes, ça peut être les dates de floraison. Vous avez en dessous une floraison de noisetier. Vous avez également une illustration du débourrement d'un frêne ci-dessus. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est en fait pour répondre à cette grande remarque qu'on entend, que vous avez sûrement déjà entendu comme moi, que vous-même vous avez expérimenté sur il n'y a plus de saison. C'était bien plus tard avant. Et donc l'objectif de ce programme Phénoclim, en fait, c'est de pouvoir quantifier dans les zones de montagne qu'est-ce que ça veut dire c'était bien plus tard avant et c'est bien plus précoce maintenant. Donc ça, c'est pour le dire de façon un petit peu triviale. On a un certain nombre d'objectifs scientifiques. Il s'agit d'évaluer les décalages de phénologie au cours du temps, de savoir si ces décalages sont les mêmes pour toutes les espèces, si ce sont les mêmes pour toutes les altitudes, pour tous les massifs. Quelles sont les conséquences écosystémiques de ces décalages et comment est-ce que ça se traduit par des changements globaux de paysage. Donc, on utilise ces données de phénologie qu'on met en relation avec un certain nombre de données de température qu'on récupère un peu de partout dans les massifs de montagne. Là, vous avez une illustration d'une station de température. Donc, évidemment, ce pourquoi on parle de température, parce que tous ces paramètres de phénologie sont d'une façon ou d'une autre liés, pour les arbres en tout cas, pour les plantes, avec des notions de température. L'objectif de la science participative, il n'est évidemment pas que scientifique, et
Pour nous, au CREA, la science participative doit être un vecteur de reconnexion avec le vivant et apprendre à s'émerveiller ou réapprendre à s'émerveiller du vivant. C'est aussi une façon de se reconnecter à la science et de la rendre peut-être un peu plus ouverte qu'elle ne l'est. Voilà en quelques mots. Donc, Phénoclim, de quoi il s'agit assez concrètement? Donc, en réalité, on a 13 espèces que l'on propose d'observer. Vous avez la liste sous les yeux. Donc, ça va d'espèces qu'on trouve dans les jardins. Hein, c'est le cas du lilas, du noisetier, etc. On a 2 périodes d'observation, donc à la fois des observations de printemps avec le débourrement, la feuillaison, la floraison, et puis des observations d'automne avec le changement de couleur, la sénescence qui s'opère chez les arbres, avec toujours un seuil, parce que quand est-ce qu'il faut noter la floraison d'un lilas quand je sais qu'elle peut durer plusieurs semaines? Donc on note la floraison du lilas, en l'occurrence, quand on a 10% des fleurs de l'arbuste qui se sont ouvertes. Donc très concrètement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a un site web, il y a une application mobile dédiée pour pouvoir rentrer ces arbres et puis saisir ces observations. On va passer une fois par semaine pendant les périodes un petit peu critiques et on va pouvoir saisir ces observations avec le seuil de 10% que je viens d'évoquer, le tout se faisant avec une validation à plusieurs étapes par le CREA pour assurer d'avoir une qualité de données qui permette les analyses. Alors, qui sont les participants? Je vous ai représenté ici une carte illustrant les différentes localisations des zones d'observation. Vous voyez que c'est globalement dans tous les massifs montagneux de France, et puis certains massifs sont transfrontaliers, c'est le cas pour le côté suisse, côté italien, côté espagnol. Ce sont essentiellement des professionnels de la nature, donc des parcs naturels, des réserves naturelles, des forestiers, des conservatoires botaniques, mais également des particuliers, puis aussi des scolaires, des centres de découverte, sachant que dans nos analyses, après, on s'intéresse à comparer les résultats en fonction de ces catégories d'observateurs, et j'y reviendrai rapidement par la suite. Donc, à quoi est-ce que ça nous sert d'un point de vue scientifique et d'un point de vue scientifique et de la discipline de l'écologie? De toutes ces observations qui ont démarré, le programme a été lancé en 2004, on va dire qu'un nombre suffisant de données a pu commencer à être collecté depuis 2006, d'où la date que vous voyez sur ce graphique-là. Donc, on se sert de ces données pour produire un certain nombre d'indicateurs qui sont utiles pour notamment les décideurs d'avoir un outil local d'évolution de mon territoire face au changement climatique. Vous voyez par exemple que le printemps 2020 était un printemps très, très précoce. Une autre façon de représenter ces informations-là, c'est de produire cette fois-ci des indicateurs, mais spatialisés. Donc là, vous reconnaîtrez peut-être le département de la Haute-Savoie, pour lequel on essaye de produire cet indicateur territorialisé pour savoir comment est-ce que le début du printemps a commencé en fonction des zones où je me situe. Et on voit qu'il y a une hétérogénéité assez importante au sein même d'un département qui dépend entre autres de l'altitude. Donc on se sert de ces données pour faire des indicateurs à destination entre autres des décideurs. C'est une demande de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est également une demande qui nous revient plus localement du département de la Haute-Savoie. Mais on se sert aussi de ces données pour faire de la publication scientifique, et je vais exposer assez rapidement quelques résultats issus de ces publications. Donc, tout d'abord, on a pu montrer, grâce à ce réseau d'observateurs bénévoles, qu'il y avait au cours de la dernière, au cours d'une décade qui s'étale 2006-2016, on a pu mettre en évidence qu'il y avait déjà des décalages qui s'opéraient pour 2 espèces que l'on suit, notamment le bouleau, le ferruqueux et le frêne commun, un décalage de 4 à 6 jours en fonction de ces 2 espèces. C'est quelque chose d'assez assez rapide. Pour un résultat suivant que je souhaiterais vous exposer, je fais juste très rapidement un
petit schéma du cycle annuel des arbres, où, comme vous le savez, on a une période de végétation qui a lieu, dans mon exemple avec le mélèze, on va dire d'avril à septembre. À la fin de cette saison de végétation, on a une mise en place de bourgeons, et puis s'opère au cours de l'automne une sénescence, une entrée en dormance. L'hiver va se passer toujours dans cet état de dormance, et puis au tout début du printemps, fin d'hiver, on va assister à une levée de dormance avec un débourrement, qui est donc l'ouverture des bourgeons, et une floraison. Au cours de l'hiver, il y a en réalité plusieurs dormances qui vont se succéder. On parle souvent de d'endodormance et d'écodormance. Et il faut passer par ces deux phases afin de pouvoir avoir une levée de dormance qui s'opère au début du printemps. On sait que pour lever cette endodormance, on a besoin de températures froides, de périodes où l'arbre a la possibilité d'accumuler du froid quelque part. Et puis à l'inverse, dans cette seconde phase, qui est la phase d'écodormance, on a besoin d'avoir une accumulation de jours avec des températures chaudes. Souvent, le seuil étant de 5 degrés, de plus 5 degrés. Et puis, en fonction des espèces, une influence de la photopériode également qui influence. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour avoir une ouverture des bourgeons, là, je change de modèle d'étude, je suis passé sur du frêne, on a besoin d'avoir une période avec des températures froides, puis une période avec des températures chaudes. Et une fois que ces deux périodes ont eu lieu, on a une ouverture des bourgeons. Or, vous savez qu'on est face à un changement climatique. Dans les Alpes, on parle de plus de 2 degrés de changement climatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il devient de plus en plus compliqué d'atteindre cette période avec des températures froides. Et à l'inverse, il devient de plus en plus facile d'accumuler des températures chaudes sur une courte durée. Donc la grande question que nous, on s'est posée, et sur quoi on s'est appuyé sur les données de Phénoclim, c'est est-ce que globalement, ça provoque un décalage en précocité ou un retard? Et la réponse, c'est que globalement, on assiste à de la précocité de la végétation, en tout cas sur les espèces que nous, on étudie, mais c'est un résultat qui se retrouve bien plus globalement dans la littérature. Et on voit que l'effet retardant des hivers doux reste malgré tout anecdotique pour le moment par rapport à l'effet du printemps, des printemps chauds, et donc du démarrage de cette fameuse écodormance qui est levée de plus en plus tôt. On a un rapport d'effet de 2,6. Donc ça veut donc dire que les arbres ont tendance à débourrer et fleurir plus précocement dans l'année. Et la question va être de savoir si ceci va toujours se vérifier dans le futur. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter le graphique suivant, dans lequel on a essayé de se projeter cette fois-ci. On n'est plus que sur de l'observation du passé, mais on a également essayé de voir comment est-ce que tout cela, est-ce que ces décalages vont continuer avec cette tendance à la précocité, ou est-ce que ça va se calmer un petit peu, se ralentir dans les années à venir. Et pour cette espèce que je vous présente, qui est donc l'épicéa, Epicea abies, c'est à basse altitude quelque chose auquel on s'attend dans le futur, en tout cas avec certains modèles. Ce que vous voyez ici, donc c'est la courbe rouge, on prévoit qu'il y a un ralentissement des décalages à la précocité et que peut-être même on va arriver à la fin du siècle à un retard, c'est-à-dire qu'on n'aura plus cette tendance de décalage à la précocité, mais une tendance au retard. Pourquoi? Parce qu'il sera devenu beaucoup trop difficile, je fais le lien avec le résultat d'avant, d'accumuler ces périodes avec des températures froides. Un autre résultat intéressant que j'aimerais vous partager, c'est que j'imagine que vous imaginez tous qu'en montagne, lors le début du printemps, se passe d'abord au fond des vallées, puis vient coloniser, vient se dérouler petit à petit jusqu'en haut de la montagne. Alors évidemment, on ne trouve pas des arbres en haut de la montagne, mais voilà, on a comme ça un effet on a réussi à quantifier. On a montré que pour toutes les espèces auxquelles on s'intéressait, on avait un décalage moyen de 33 jours
pour 1000 mètres, c'est-à-dire que si le débourrement a lieu à 500 mètres en basse vallée, il aura lieu quasiment un mois plus tard, 1000 mètres plus haut. Et ce qu'on a pu montrer grâce à nos données, c'est qu'on assiste désormais à une forme d'homogénéisation de la montagne, c'est-à-dire, comme vous l'avez peut-être vu très succinctement sur mon écran, tout se passe de plus en plus vite, c'est-à-dire que l'écart entre le premier débourrement en basse vallée et le débourrement en altitude se resserre, cet écart est de plus en plus réduit. Donc, je vous mets le lien vers la publication si ça vous intéresse. Donc, qu'est-ce que tout ça nous dit? Ça nous dit qu'avec le changement climatique, on va assister comme ça a été dit également dans la présentation précédente, à une modification assez profonde des paysages. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une représentation en 3D du massif du Mont Blanc, où on est donc basé, on est à Chamonix. Et ce que vous voyez en vert, c'est la répartition actuelle de l'épicéa au sein du massif actuellement. Et on a fait quelques travaux de modélisation basés sur de la climatologie uniquement, j'insiste là-dessus, pour montrer que d'ici la fin du siècle, vous voyez que c'est une espèce qu'on va retrouver à bien plus haute altitude. Et à l'inverse, on a des zones où l'espèce est actuellement présente en basse altitude qui ne sont plus, où l'espèce ne sera plus présente. Donc, c'est des modélisations qui ne prennent pas en compte les paramètres biotiques, notamment le scolite, qui est un ravageur de cette espèce qui est l'épicéa et qui aura une influence majeure également sur la répartition future de l'espèce. Et je finirai avec quelques points qui concernent l'analyse des données issues de la science participative, c'est-à-dire que valent ces données, quelle est la fiabilité de ces données de phénologie. Donc, ce qu'on a pu mettre en évidence dans une publication, c'est le fait que, en fonction des catégories d'observateurs impliqués dans Phénoclim, donc encore une fois, ce sont des professionnels de la nature, des particuliers ou des scolaires, on observe que les tendances de décalage sont les mêmes pour toutes les catégories d'observateurs. Donc ça, c'est assez important, parce que ça veut dire que globalement, n'importe quel public est capable de faire des observations qui illustrent les décalages qui s'opèrent actuellement. Mais par contre, ce que vous voyez aussi sur ces graphiques, c'est que la précision des données, elle varie d'une catégorie à l'autre. Elles sont très précises pour les professionnels, un petit peu moins pour les particuliers, puis encore un petit peu moins pour les scolaires. On a essayé de comprendre un peu l'origine de cette différence de précision. Et pour cela, on a regardé le nombre d'années de participation de ces différents participants, de ces différentes catégories de participants. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les professionnels de la nature restaient très longtemps, restaient 6 ans, les particuliers 4 ans, moins longtemps, et les scolaires restaient le moins longtemps, de 2 à 3 ans. Donc, on a un turnover assez important des participants, ce qui explique en réalité le fait que plus je suis expérimenté et plus je vais être à même de faire des observations qui sont précises. Ce que montre également le graphique que vous voyez, c'est que plus on a de sites de suivi, plus on a une précision qui devient fine. C'est la raison pour laquelle on est toujours en recherche de nouveaux participants, de nouvelles zones d'observation un petit peu partout. Donc bon, voilà, si jamais parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent se lancer, vous avez mes coordonnées sur cette diapositive où vous voyez un petit poussin de mésange noir qui est une espèce qu'on suit également dans le projet Phénoclim, là encore pour comprendre les conséquences écosystémiques du décalage des saisons et notamment des arbres sur les autres espèces qui en dépendent, comme c'est le cas pour la mésange. Je vous remercie pour votre attention et j'attends vos questions avec intérêt. Eh bien, merci beaucoup pour cet exposé qui, pour ma part, m'a quand même fourni un certain nombre d'étonnements. Alors, je ne sais pas si les personnes du public ont bien entendu tout ce qui se passait parce que j'ai
peu de questions pour l'instant, mais moi j'en ai quand même quelques-unes. Alors, cette affaire de l'homogénéisation de l'altitude, là, on peut la prévoir, mais elle est très étonnante. Et est-ce que vous avez des résultats sur d'autres espèces que l'épicéa? Alors, le résultat que je présentais, il est commun à l'ensemble des espèces. Il n'était pas propre à l'épicéa. Ah, d'accord. Et que peut-on penser du fait que on est, à propos de l'écologie de l'espèce, qu'on ait à la fois une remontée de la limite supérieure, mais aussi de la limite inférieure? C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas forcément logique. C'est-à-dire que chaque espèce a une amplitude écologique qui, sans doute, lui permet de résister à un certain nombre de changements. Mais là, on constate vraiment que c'est une remontée dans les deux sens. Oui, tout à fait. L'illustration, là, pour le coup, que je présentais était effectivement sur l'épicéa. Donc, l'épicéa, le changement climatique forme une sorte comment dire, il n'y a pas que des points négatifs pour l'épicéa, dans la mesure où il est capable de coloniser des espaces qu'il n'était pas capable de coloniser avant. Et sur la limite inférieure, il y a le problème pour cette espèce de la sécheresse et la disponibilité en eau pour l'été, et ce qui fait qu'il y a une fragilité. Avec ça s'accompagne aussi des paramètres biotiques qui ne sont pas pris en compte dans nos modélisations, mais qui font qu'il y a globalement une remontée de l'espèce. Et c'est le cas, il y a pas mal de littérature qui est en train de. Certainement, les paramètres biotiques, ce serait intéressant si on en analysait quelques-uns, on aurait sûrement des résultats. J'ai des questions qui apparaissent maintenant. Phénoclim est-il réservé aux zones de montagne? Alors, oui, Phénoclim a été lancé en 2004, spécifiquement donc, dans les zones de montagne. Alors, derrière zone de montagne, on est toujours un petit peu embêté pour donner une définition précise. On va dire qu'on suggère de faire des observations à l'échelle des grands massifs montagneux en France et des environs. Donc, c'est à l'échelle des Alpes, du Massif central, des Vosges, du Jura, des Pyrénées et de la Corse. Et comme vous l'avez compris dans nos analyses et les résultats que j'ai présentés assez succinctement, c'est qu'on est autant intéressé par des zones d'observation qui sont à 2000 mètres d'altitude que des zones qui sont à 100 mètres, 200 mètres d'altitude. Donc, voilà. Après, si vous êtes au-delà de ces territoires-là, il y a un programme cousin de Phénoclim qui s'appelle l'Observatoire des saisons, qui permet de faire des observations ailleurs que dans ces territoires de montagne. Et in fine, les données arrivent dans les mêmes canaux qui permettent d'avoir des analyses un petit peu plus globales, notamment à l'échelle de l'Europe. Alors là, j'ai une question à laquelle j'avais pensé aussi. Est-ce que la disparition des périodes froides pourrait inclure une non-floraison et une non-fructification des espèces citées? Parce qu'on a constaté ce changement, effectivement, hein, sur le froid qui diminuait, en fait, quelque part, et qui faisait qu'il y avait une précocité. Et si le froid disparaissait d'une façon plus conséquente? Oui, oui, tout à fait. Il y a effectivement cette question est-ce il y a un moment où on va arriver jusqu'à une forme d'incompatibilité qui ferait qu'on n'aura pas eu les besoins nécessaires à un démarrage de végétation, que ce soit des bourrements ou que ce soit de la floraison. Ce qui est observé pour le moment, et les développements d'ailleurs qu'on est en train on fait évoluer, Phénoclim est un programme qui évolue, alors le protocole reste le même parce qu'il existe depuis 2004 et on continue à faire la même chose que dans le passé pour avoir l'homogénéité évidemment, mais on est en train de mettre maintenant, de donner la possibilité d'inscrire par exemple des deuxièmes floraisons. Ça c'est un paramètre une observation qui se fait de plus en plus, d'avoir un lilas qui va fleurir une deuxième fois à l'automne, d'avoir un noisetier qui va fleurir une deuxième fois. Et ça, c'est encore des
conséquences du changement climatique, et c'est intéressant de le quantifier aussi. Est-ce qu'on constate une migration des espèces plus au nord? Alors, bon, je ne suis pas un fin connaisseur de la chose, mais en général, avoir ces deux paramètres que sont la remontée en altitude ou la remontée en latitude s'opèrent de façon un petit peu synchrone. D'accord, oui. Les deux se réalisent. Oui, alors dans le même ordre d'idée, mais vous avez déjà un petit peu répondu, c'est y a-t-il des observations dans les Hauts-de-France et sur quelles espèces dans ce cas? Alors ça fait allusion à l'aspect climatique sans doute, peut-être pas à l'aspect montagne, mais je ne crois pas que… Non, j'aurais pas de billes pour les Hauts-de-France, mais encore une fois, je renverrai vers l'Observatoire des saisons, qui est le programme partenaire de sciences participatives également. Une autre question concernant les données que vous recueillez. Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur des participations? C'est-à-dire, ça représente combien de gens qui répondent et dans quelle catégorie? Alors, c'est une question qui est à la fois simple et pas facile. En termes de nombre d'observations, ça c'est assez simple. Globalement, on reçoit chaque année entre 3000 et 5000 observations, qu'il s'agisse de la floraison, du débourrement, de la feuillaison ou du changement de couleur de feuilles. Elles sont réparties dans environ 150-200 zones d'observation. Et après, en ce qui concerne le nombre d'observateurs, c'est assez variable parce que quand c'est un chercheur, parce qu'il y en a qui participent, c'est une seule et même personne qui saisit les observations. Quand on a des participants au sein d'une classe, par exemple, parfois il y a 30 observateurs, des fois il y a 4 classes, donc il y a 120 observateurs. Donc c'est assez variable. En général, on sait qu'on touche à peu près, il y a à peu près 1000 observateurs par an, parce qu'on sait que derrière une zone d'observation, parfois il y a un très grand nombre d'observateurs. Très bien. J'ai un commentaire qui n'est pas une question que je voudrais partager avec vous. C'est un collègue qui nous fait savoir que pour de nombreuses espèces ligneuses, l'induction florale n'est pas dépendante du froid de l'hiver, mais de la saison de végétation qui précède l'année de la floraison. Donc, perturbation de la date de floraison. Alors, oui, ça pour la perturbation, peut-être pas pour l'annulation. Hein. Voilà son commentaire. Est-ce que vous avez partagé cette opinion, je suppose? Alors, je pense que la personne est bien plus connaisseuse de la physiologie végétale que moi, donc non, je n'aurais pas grand-chose à rajouter, si ce n'est le fait que il y a vraiment différentes façons de modéliser Alors nous, on travaille essentiellement sur le débourrement, on travaille assez peu pour le moment sur la floraison, et d'ailleurs les résultats que je vous présentais, c'était sur le débourrement essentiellement. Donc en fonction des modélisations, il y a des façons de le faire de façon corrélative, statistique. Il y a des modélisations qui ne prennent en compte que la levée par l'éco-dormance, et puis il y a des modélisations qui vont prendre en compte à la fois, qui sont des modèles mécanistes, à la fois l'éco-dormance et l'endodormance. Très bien. Je vais demander à mes collègues s'ils ont une question supplémentaire à poser. Oui, moi, donc Philippe Morel, j'aurais une question à poser concernant la modélisation de l'expansion, je crois, c'était de l'épicéa en montagne, qui semblait tenir compte de l'évolution de la température, mais est-ce que ça tient compte également de la pluviométrie, sachant que la pluviométrie est un facteur très important pour la survie de l'espèce en montagne en ce moment? Ou alors est-ce que cette modélisation n'est uniquement fonction que de la température? Alors, j'ai raté quelques passages de la question. Alors, oui, mais je pense avoir saisi si c'était uniquement… je peux la répéter. Hein. On a vu à la température ou d'autres paramètres climatiques. On a vu à la fin de votre présentation une
une modélisation de l'évolution du peuplement d'épicéas en montagne en fonction apparemment de la température. Mais est-ce qu'il n'y a que la température qui a été prise en compte ou il y a également la pluviométrie? Alors, je pense que j'ai saisi l'objet de la question. Dans les modélisations que l'on fait pour la végétation et pour la modélisation du débourrement, on travaille sur les températures uniquement, effectivement. Ceci dit, on propose pour le moment dans Phénoclim aux participants de noter la valeur de l'enneigement dans les zones d'observation. Et l'idée est de voir si cette quantité d'eau qui s'accumule à travers le manteau neigeux, est-ce que ça a une influence sur le démarrage aussi printanier des arbres. Donc ça, on accumule les données, mais je n'ai pas de billes spécifiquement. On n'a pas encore analysé cette partie. Très bien, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais laisser mon collègue présenter l'intervenant suivant. Bien, oui. Donc, la dernière intervention est celle de M. Pascal Vito, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lausanne et qui a réalisé une thèse consacrée, disons, aux communautés végétales dans les pâturages boisés du Jura. Après un postdoc en Nouvelle-Zélande, il est revenu à Lausanne pour travailler sur la dynamique des communautés végétales sous l'influence de différents facteurs anthropiques et notamment dus au changement climatique. Et là, donc, il va nous présenter un travail pour répondre à la question, en fait, comment les plantes migrent-elles selon l'altitude, ou en d'autres termes, le titre de sa présentation sera « Les plantes recherchent-elles plutôt la fraîcheur des sommets pour se développer ?» Et je lui passe la parole. Bonjour, merci beaucoup. Alors effectivement, je m'intéresse depuis quelques années à différents facteurs qui influencent la répartition des espèces, mais entre autres justement les changements climatiques. Et comme on va le voir, beaucoup de données disponibles, d'anciennes données disponibles, proviennent des hautes montagnes. Donc c'est pour ça qu'on a surtout travaillé sur les hautes montagnes. Je vais commencer par une petite présentation, brève présentation un peu de l'origine de la flore alpine. On verra que la flore alpine s'est formée, s'est créée grâce au changement climatique. Après, on parlera brièvement des changements climatiques en cours. Et ensuite, je vais aller du haut en bas, en gros, commencer par la flore des sommets, voir comment elle change sur les sommets les plus élevés. Et ensuite, on parlera des pelouses alpines et je finirai avec la limite de la forêt. Alors, la flore alpine, finalement, elle s'est créée grâce à une bonne partie des espèces sont apparues, se sont diversifiées à cause de la fluctuation du climat que la Terre, ou en particulier l'Europe, vit depuis plusieurs milliers d'années. Puisqu'ici, on remonte ici à 450 000 ans, on voit que c'est une succession de périodes chaudes avec peu de glace et de périodes froides avec des grandes extensions glaciaires. Et de manière générale, les périodes chaudes telles qu'on vit actuellement sont plutôt l'exception, puisqu'on a beaucoup plus de périodes froides de glaciation que de périodes chaudes. Pendant ces périodes, la végétation en Europe a fluctué entre des périodes froides où la glace couvre tout le nord de l'Europe, la Grande-Bretagne, les Alpes, et puis l'Europe elle-même est couverte avant tout de steppes, toundra, de steppes sèches pour le sud de l'Europe. Parce qu'on parle de glaciation, mais en fait, ça correspond aussi à des climats beaucoup plus secs que maintenant. Sur l'Europe, on est à 300 mm de précipitations à peu près en moyenne par année, donc l'Europe occidentale. Donc beaucoup moins de pluie que maintenant, et finalement, les forêts sont limitées aux zones les plus chaudes et puis aux régions proches des montagnes, puisque les montagnes favorisent les précipitations. Et puis les périodes chaudes, on les connaît, c'est une Europe à peu près entièrement couverte de forêts, en tout cas pour toute la partie occidentale. Ceci avant le néolithique, évidemment. Donc, en fait, pendant ces périodes glaciaires et interglaciaires, on a un va-et-vient entre ces situations. Et pour les plantes alpines, on a un aller-retour entre des situations où la zone alpine, ici symbolisée en vert, est parfois extrêmement réduite dans les périodes chaudes, telles qu'on vit maintenant, et parfois beaucoup plus large dans les périodes froides. Et lorsqu'il fait chaud, on a des végétations alpines qui sont des petites îles au milieu de grandes surfaces forestières.
Et en période froide, ces îles s'agrandissent, viennent se rejoindre les unes aux autres, et on peut avoir des échanges de plantes entre les différents massifs de montagne, et entre le nord et les Alpes. Par contre, dans les périodes chaudes, les populations sont isolées, et puis on peut avoir un développement de nouvelles espèces dans des situations isolées les unes des autres. Et il faut voir que pendant les glaciations, les Alpes pouvaient ressembler un peu à ceci, ça c'est une image du Groenland, mais d'une immense surface glaciaire avec des rochers qui émergent. De ces glaciers, on parle de Nunatak, qui est un terme inuit pour parler justement de ces zones de sommets émergents des glaciers. Et sur ces surfaces, il y a aussi des espèces qui peuvent survivre et qui se retrouvent aussi isolées pendant de longues périodes glaciaires. Et on sait que certaines espèces ont survécu comme ça à 2000, 3000 mètres d'altitude au milieu des glaciers pendant ces périodes sèches, et froides. Donc, deux exemples d'espèces typiquement alpines, d'endémiques alpines qui se sont formées grâce à ces successions glaciaires. La saxifrage à fleurs nombreuses, qui est une endémique du sud-ouest des Alpes, là vraiment très localisée au niveau répartition, ou bien l'Erythrishna, qui est une endémique des Alpes, mais qui se retrouve sur un assez grand domaine. Et c'est typiquement une espèce dont il a été prouvé qu'elle a survécu aux glaciations, entre autres sur des sommets alpins à 3000 mètres d'altitude. Donc voilà, cette flore alpine s'est formée pendant ces successions, ces changements climatiques, et on va voir maintenant comment notre flore alpine réagit aux changements qui sont en cours. Alors les changements climatiques en cours, je pense qu'on vous en a déjà parlé ces dernières fois. On sait que la température augmente. Ici, on a en rouge les températures annuelles, rouge quand c'est supérieur à la moyenne 1870-1900, bleu quand c'est inférieur à cette moyenne. On a ici la courbe noire qui montre la moyenne lissée entre plusieurs années, et on voit que ça augmente évidemment, comme on le sait très bien. Ici, on a la moyenne au niveau mondial qui augmente moins vite. Donc la situation là, en Suisse est assez valable pour toutes les Alpes. On sait que les massifs de montagne se réchauffent beaucoup plus vite, à peu près 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Pour des raisons diverses, entre autres leur isolement au centre des continents vis-à-vis du monde qui dépend, beaucoup de sites dépendent du climat océanique, et l'océan a tendance à tempérer les variations climatiques. Donc un réchauffement 2 fois plus rapide dans les montagnes. Une autre vision de voir ce réchauffement, c'est celui du climatologue qui fait des moyennes sur 30 ans. Et puis ici, on a les températures estivales cette fois, juin à août. C'est ce qui se fait intéresser le botaniste, puisque les plantes, elles dépendent avant tout du climat en été. Et on voit que cette moyenne, elle a augmenté un peu jusqu'aux les années 40, c'est un tout petit peu diminué, et une très forte augmentation pendant ces dernières décennies. Dans les Alpes suisses, je pense que dans les Alpes françaises, c'est pas très différent, c'est déjà plus de degrés par rapport à la période pré-industrielle. La température est une chose. L'autre chose importante, c'est la réduction du manteau neigeux, puisqu'il fait chaud, il y a plus souvent des précipitations sous forme d'eau que sous forme de neige, et en plus, au printemps, la chaleur printanière, voire estivale, quand on a la fonte au mois de juin, juillet, va être plus importante, donc accélérer la fonte de la neige. Donc la durée d'enneigement a tendance à diminuer dans toutes les Alpes et à toutes les altitudes. On le sent très bien dans les stations de sport d'hiver à 1000 mètres d'altitude qui ne sont même plus garanties d'avoir de la neige en hiver, mais cette diminution se voit aussi dans les stations de sites à très haute altitude. Donc on a actuellement une tendance générale dans les Alpes suisses de 9 jours à peu près de moins d'enneigement tous les 10 ans. Comme la végétation des Alpes dépend fortement de la distribution du manteau neigeux, puisque tant qu'il y a de la neige, les plantes ne poussent pas. Donc, plus la neige reste longtemps, plus leur développement est réduit dans le temps, et donc plus on spécialise les espèces qui sont capables de se développer sur une période très courte. Inversement, que la neige reste moins longtemps, on ouvre la porte à des espèces moins spécialisées. Alors évidemment, les conséquences des changements climatiques, vous les connaissez, en tout cas une des conséquences la plus visible, c'est le recul des glaciers, ainsi avec l'exemple du glacier Lalech. Mais dans les Alpes françaises, vous avez aussi les exemples, la mer de glace, tous les glaciers qui reculent de manière énorme. Qu'est-ce qui se passe donc pour la flore dans les montagnes? Alors on va commencer par les sommets très élevés, parce que c'est là qu'on a les meilleures données pour comparer avec ce qui se passait au début du XXe siècle.
Au début du XXe siècle, des botanistes comme Joseph Brand-Blanquet ici, bien connu des phytosociologues, Schröter ou Rubel, qui étaient des professeurs à Zurich, s'intéressent à la diversité des sommets alpins, pas évidemment dans un point de vue changement climatique, mais dans un point de vue de comparer quels sont les sommets les plus riches, comment la diversité diminue avec l'altitude, par exemple, quelles sont les régions plus riches que d'autres, est-ce qu'il y a des différences entre calcaire et roches siliceuses, etc. Donc, on sait qu'ils visitent ces sommets avec l'idée de faire des listes complètes. L'avantage d'un sommet, c'est qu'il ne bouge pas. Quand on a un nom de sommet, on peut revenir un siècle après. Normalement, le sommet n'a pas bougé. Parfois, il y a des noms qui changent, mais avec les vieilles cartes, on retrouve le site. Donc, ceci permet de revenir au même endroit. On est sûr qu'on est exactement à l'endroit où le botaniste de 1900-1920 était. Si tout va bien, il a laissé d'indications comme quoi il a visité les 10 derniers mètres du sommet ou les 5 derniers mètres du sommet. Donc, on peut refaire la liste de manière assez facile et donc comparer les listes anciennes avec les listes récentes. Alors, qu'est-ce que nous montrent les résultats? Ici, on a toute une série de sommets dans les Alpes suisses qui ont été visités entre 2 et 4 fois. Et on voit que de manière générale, le nombre d'espèces augmente. On peut suivre cette courbe-là. On avait 33 espèces en 1900. On en avait à peu près 45 en 1990. Et puis, on est à 47-48 actuellement. On a des sommets comme ici qui ont passé de 15-16 espèces à maintenant plus de 60 espèces. Donc, globalement, une augmentation de la richesse spécifique, ce qui veut dire que les espèces qui étaient plus bas en altitude viennent coloniser le sommet. Cette augmentation, elle suit la courbe des températures, on voit ici, comme on l'a déjà vu précédemment, et surtout, on commence à voir cette augmentation très rapide qui suit l'augmentation rapide de ces dernières années. Et donc, ces auteurs, pour en avoir cœur net, ont étendu la zone d'étude. Et ils ont pris plus de 300 sommets à travers toute l'Europe, dans les Alpes, dans les Pyrénées, les Carpates, Scandinavie, etc. Des sommets pour lesquels il y avait des données anciennes, plus ou moins anciennes, et des données récentes. Et partout, la même image ressort d'une augmentation lente et qui s'accélère vers la fin. Avec chaque fois la température dans une augmentation, une accélération qui suit l'augmentation rapide des températures durant la fin du XXe siècle ou au début du XXIe siècle. Alors, dans une autre étude, on s'est un peu intéressé à savoir quelles espèces se déplaçaient. Est-ce que certaines espèces sont plus aptes à se déplacer rapidement que d'autres? Donc, on a pris un certain nombre de sommets pour lesquels on avait des bonnes données, des espèces, et on a comparé les caractéristiques des espèces qui avaient colonisé beaucoup de sommets par rapport aux espèces qui avaient colonisé peu de sommets. Et la différence principale sort au niveau de la morphologie des graines, où on voit que les espèces qui colonisent beaucoup de sommets, à gauche, ont en bonne proportion des graines qui sont dispersées par le vent, soit parce qu'elles possèdent des soies comme le pissenlit, par exemple, soit parce qu'elles sont bordées de petites ailes. Ici, c'est une graine d'orme, mais on peut reprendre des cardamines, par exemple, qui ont ce genre de morphologie, ou bien éventuellement des graines transportées par les animaux qui mangent des fruits comme la fraise, ou bien en montagne, les myrtilles, qui montrent une légère proportion plus importante, une proportion plus importante de ces espèces au sein des espèces bonnes colonisatrices par rapport aux mauvaises colonisatrices. Donc, ceci montre que cette progression, cette colonisation des sommets, ne se fait pas de manière totalement aléatoire. Il y a des espèces qui sont plus rapides que d'autres. On descend quelques mètres en altitude pour voir ce qui se passe dans les pelouses alpines. Donc, ce qu'on appelle les pelouses alpines, ce sont les surfaces herbacées qui sont entre la limite de la forêt et puis à peu près 2800-2900 mètres d'altitude, là où s'arrête bonne couverture herbacée. Au-dessus, on n'a plus des plantes totalement isolées, on n'a plus une couverture verte continue. Ici, c'est plus difficile à comparer parce que les données anciennes sont beaucoup moins précises. Les inventaires floristiques qui remontent au début du XXe siècle sans problème, sauf qu'au début du XXe siècle, les gens ne cherchaient pas à indiquer précisément où ils avaient fait leur inventaire. On a tout au plus un lieu-dit, donc une précision de plus ou moins 3, 4, 500 mètres, voire 1 kilomètre. Par contre, à partir des années 70, en tout cas en Suisse, on avait déjà des bonnes cartes topographiques, certains auteurs commencent à indiquer les coordonnées. Ils n'ont pas de GPS, mais en lisant les cartes, on arrive à localiser à plus ou moins 30 mètres à peu près sa position sur une carte.
ou bien indiquent simplement sur la carte un point, là où ils ont fait leur relevé. Et c'est le cas du professeur Jean-Louis Richard, qui a laissé plus de 5000 relevés dans des carnets, chaque relevé étant localisé sur une carte ou en 25 millième, donc on peut revenir assez précisément là où il était. C'est clair qu'on n'est pas au mètre près, mais on sait que si lui était ici, nous, on va se retrouver quelque part dans ce secteur-là, dans le même type de végétation. Donc, c'est peut-être plus difficile de comparer des paires de relevés, mais quand on a beaucoup de relevés, beaucoup de paires de relevés tirées dans le même milieu, on commence à pouvoir sortir statistiquement les changements. Alors, c'est ce qu'on a fait avec une doctorante il y a quelques années. On a pris différents types de pelouses alpines, ici qui sont représentés en blanc avec l'ancien relevé, en coloré le nouveau relevé, et puis un petit trait qui relie l'ancien avec le nouveau. Les relevés sont disposés sur ce graphique en fonction de leur composition en espèces, c'est-à-dire que deux relevés proches ont à peu près la même composition floristique. Par contre, deux relevés très éloignés ont des espèces totalement différentes. Alors on voit que certains milieux, comme les pelouses calcaires par exemple, ont très peu changé. Les anciens et nouveaux relevés sont quasiment identiques. Ce sont des pelouses donc très stables, il ne se passe pas grand-chose pour l'instant. Ça peut être dû à la longue longévité des espèces. On a des espèces qui vivent 30, 40 ans, certainement peut-être plus, qui se reproduisent asexuellement, donc par des clones, donc qui ont une emprise sur le territoire sur le terrain qui est très grande, et donc, mais aussi une compétition de ces espèces en place par rapport à des nouvelles plantes qui arrivent. Il y a très peu de places ouvertes dans ces pelouses, donc les nouvelles espèces ont de la peine à se trouver un nouvel emplacement pour s'installer. Contrairement au sommet à 2800, 3000 mètres d'altitude, où il y a beaucoup de place à disposition. Donc des pelouses calcaires très stables, des pelouses acides, qui sont ici, pelouses sur granit par exemple, qui sont relativement stables aussi. Il y a plus de changements, mais par contre, il n'y a pas de tendance générale. Par contre, ce qui change beaucoup, c'est ce qu'on appelle les combes à neige. Ce sont des surfaces comme ici qui sont très longtemps sous la neige, où la neige va fondre seulement vers fin juin, voire début juillet, mi-juillet parfois. Donc la période de développement des plantes est très courte. Et on voit que les combes à neige humides, ici en bleu clair, tendent à se rapprocher des combes à neige traditionnelles. On ne va pas dire qu'elles sont sèches parce que ça reste humide, mais donc avec moins d'eau dans le sol. Et celle-ci change extrêmement rapidement en direction des pelouses sur sol acide. Donc on a une tendance, on voit que la végétation change tranquillement. Et c'est clair que là, on a une influence de la neige, la fonte plus précoce de la neige, qui va rallonger la saison de végétation et donc ouvrir la porte à d'autres espèces. Les combes à neige, je vais les représenter comme ça, sont des petites dépressions de laquelle la neige va s'accumuler pendant l'hiver. Pendant l'hiver, le vent déplace la neige et va accumuler des dépressions. Donc au printemps, été, la neige va rester plus longtemps dans cette dépression par rapport aux environs qui sont occupés par la pelouse alpine acide. Donc dans la combe à neige, on a 2-3 mois de période de croissance. 3 mois maximum pour les plantes pour se développer, mettre leurs feuilles, fleurir, fructifier. Donc c'est très court et la flore des combes à neige reste très courte, c'est des espèces de 2-3 cm de haut, comme on voit cette cibaldie ici, qui restent vraiment au ras du sol. C'est des spécialistes de ces conditions extrêmes, peu concurrentielles, mais comme elles sont les seules à vivre là-dedans, il n'y a pas de problème. Autour, les plantes sont plus grandes. J'avais rien trouvé d'autre qu'un plant de maïs, mais disons que ça symbolise des graminées qui sont dans ces pelouses alpines aux environs, qui font 20-30 cm de haut. Donc, ils sont plus grandes que les espèces de combes à neige. Et dès le moment où la non-neigement de la combe à neige diminue, c'est très facile pour ces espèces de coloniser. Elles sont là à 3, 5, 10 mètres maximum de la combe à neige. Donc, si la période tout à coup de croissance possible augmente, les plantes peuvent coloniser le site. Et comme elles sont beaucoup plus grandes que les espèces de combes à neige, immanquablement, elles vont les concurrencer de manière importante. Donc une compétition et un fort risque de disparition de ces espèces de combes à neige. Donc vu différemment, ici on a un petit relief sur ce schéma qui va retenir la neige, donc au niveau de la neige en hiver, la neige va fondre lentement durant le printemps, avec donc à peu près 7 mois d'enneigement ici, et puis 9 mois ici, et puis jusqu'à 11 mois de des endroits où la neige ne fond pas.
Avec le réchauffement, bon, on a perdu quelque chose comme 26 jours d'enneigement depuis 1970. Donc, en fait, toutes les communautés se déplacent, suivent ce gradient d'enneigement avec la pelouse alpine acide qui envahit la courbe à neige qui envahit les zones extrêmes où seules les mousses poussaient, et les névés qui disparaissent. Donc, finalement, la végétation de ces courbes à neige est fortement menacée par ces processus. On redescend un petit peu pour arriver à la limite de la forêt, avec juste un résultat ou deux résultats que je vais vous montrer, basés ici sur une étude où on est allé carotter des arbres pour voir quel âge ils avaient. Le problème des Alpes, c'est que la limite de la forêt a été fortement influencée par les activités humaines, puisque déjà au néolithique, les paysans, les agriculteurs, allaient couper les arbres pour agrandir les pelouses alpines, pour y mettre leur bétail. Maintenant, on a de manière générale une déprise agricole, donc les arbres recolonisent petit à petit les surfaces perdues. Donc on a deux processus en parallèle, la colonisation, la recolonisation des surfaces perdues au néolithique ou après, et puis le changement climatique, comme l'a montré précédemment Pauline, le changement climatique qui permet aux arbres de monter plus haut en altitude. Donc là, on a choisi un site où la limite de la forêt se trouve sur des zones de gros blocs comme ça, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de pâturage possible et on peut supposer que la limite de la forêt soit totalement naturelle. On a regardé quel âge avaient les arbres à différentes altitudes. De la forêt, on voit une répartition des arbres qui remontent, dont certains remontent à plus de 500 ans. À 2320 mètres d'altitude, on a une majorité d'arbres jeunes, quelques anciens. Et puis à 2550 mètres d'altitude, on a à peu près que des arbres jaunes, qui sont arrivés après 1840, ce qui est à peu près donné comme la date de la fin du petit âge glaciaire et le début du réchauffement. Alors dans ce graphique, on voit que il n'y a pas de jeunes arbres, parce que simplement, en fait, on a carotté des arbres qui faisaient au moins 2 mètres. On ne s'est pas amusé à couper des jeunes arolles. Donc, on a carotté des arbres qui faisaient au moins 2 mètres. Donc, évidemment, ceux qui sont plus jeunes que 1960, ils sont encore dans cette zone non étudiée. Donc, on voit par là que depuis la fin du petit âge glaciaire, les arbres remontent tranquillement, colonisent les sommets, donc suivent les modèles qui ont été présentés précédemment. Et ici, à 2500 mètres d'altitude, un autre site des Alpes suisses, là où normalement la limite de la forêt est considérée autour des 2350 mètres d'altitude, on voit qu'on a déjà des arolles, je crois qu'en France, vous appelez ça des pins cendreaux, qui font 1,50 m, 2 mètres de haut, donc qui rentrent gentiment dans la catégorie des arbres. Une autre étude en cours, non encore publiée, faite par Jean-Paul Terilla, qui est allé mesurer des arbres dans différents sites dans le Val d'Arpet, donc dans les Alpes suisses toujours. Il les a mesurés en 1998, il a répété les mesures en 2010, et cela montre que, en fait, pour une même altitude, les arbres ont grandi de près de 3 mètres pendant cette période. Mais surtout, en 1998, les individus les plus hauts, qui faisaient à peu près 50 cm, étaient à 2600 mètres. En 2010, les individus les plus hauts, qui font bientôt 1 mètre, sont déjà à 2800 mètres. Donc, on voit ce processus de la remontée de la limite de la forêt. Jusqu'où va-t-on aller? Ça dépend de la suite du réchauffement. Actuellement, avec plus de degrés, on a déjà gagné 330 mètres. Potentiellement, la limite de la forêt a déjà gagné 330 mètres. Si on se limite à plus de degrés au niveau mondial, ce qui veut dire à peu près plus 3,5 dans les Alpes, c'est 580 mètres de gagné. Et puis après, si on va au-delà, évidemment, ça dépend du réchauffement. Et avec 600 mètres de dénivelé, de gagné pour la forêt, c'est déjà quasiment tout l'étage alpin, toutes les pelouses alpines qui disparaissent sous la forêt. Donc, pour conclure, le climat a toujours fluctué. Les surfaces disponibles pour la flore alpine ont toujours fluctué, et ces fluctuations en lien avec les changements climatiques naturels, les périodes glaciaires, sont à la base en fait, de la biodiversité alpine. Donc en soi, les changements climatiques ne sont pas un problème, mais le problème, c'est la vitesse à laquelle ils se passent et surtout l'importance des températures vers lesquelles on est en train d'aller, qui sont beaucoup plus élevées que tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant dans les interglaciaires précédents. Les changements climatiques ont déjà un impact important sur la répartition des espèces, un développement plus précoce comme on vient de voir, mais surtout ça permet un déplacement des espèces vers les sommets. Les sommets alpins deviennent plus riches en espèces, ce qui peut paraître bénéfique,
mais c'est certainement des changements transitoires parce que derrière, la limite de la forêt remonte. On peut représenter ceci par ces petits schémas. On avait en 1900 une situation où on avait des pelouses alpines, des espèces alpines sur les sommets, ici en bleu, avec des espèces des étages inférieurs en dessous. En 2000, on a déjà eu du réchauffement, les espèces remontent, les arbres s'approchent, d'autres espèces arrivent. Puis, en 2100, voilà, toutes ces grandes espèces de basse altitude pourront recouvrir les sommets et les plantes alpines de petite taille n'auront plus leur place. Donc, une disparition par concurrence. Et la gentiane de Bavière, par exemple, est une de ces espèces menacées parce qu'elle pousse sur des sols plutôt riches en humus, donc des sols qui sont faciles à coloniser par les espèces qui viennent d'altitude inférieure, les arbres y compris. Après, on a aussi des espèces qui risquent de disparaître parce qu'elles ne supportent pas le chaud. La renoncule des glaciers, par exemple, qui est souvent prise comme modèle pour la survie à l'étage alpin, est une espèce qui n'est pas cultivée dans les jardins botaniques de basse altitude parce qu'elle ne supporte pas le chaud. Donc, ces espèces, elles vont migrer simplement pour retrouver ou pour conserver leur idéal de température. En 2000, elles sont déjà un peu trop haut, et puis en 2100, leur domaine de prédilection risque de se retrouver au-dessus des sommets, donc disparition. De toute façon, dans la situation actuelle, on a déjà, puisque les sommets sont en forme conique, on perd des surfaces. Plus on monte, plus les sommets sont petits, et plus la surface, évidemment, à disposition diminue. À côté de ça, il reste quand même beaucoup d'inconnus par rapport aux changements futurs. À quelle vitesse les espèces sont capables de se déplacer, les espèces alpines, mais aussi les concurrentes, à quelle vitesse est-ce qu'elles vont arriver. Beaucoup d'espèces ont besoin de sols qui sont formés, des sols riches en humus, en matière fin, mais vous savez très bien qu'en haute montagne, on a surtout des rochers. Donc, à quelle vitesse les sols seront capables de se former? Ça, c'est la grosse inconnue, et surtout quand on se rend compte qu'à 2800 mètres, on a des sols qui sont vieux de 7, 8, 10 000 ans, mais qui sont quasi inexistants, on peut bien se dire que les choses ne vont pas changer très vite non plus. Ça va dépendre de la capacité des plantes alpines à survivre dans les habitats plus frais. Est-ce que certaines trouveront des refuges du côté nord du sommet, par exemple, ou bien dans des petits ravins un peu plus frais, par exemple? Puis ça va dépendre aussi des interactions avec les insectes ou des pathogènes. On sait par exemple que certains champignons pathogènes de plantes de plaine peuvent l'être aussi en haute montagne, ou peuvent tuer certaines espèces de haute montagne. Donc, si les champignons peuvent se déplacer, ça pourrait avoir des impacts importants sur les espèces alpines aussi, ou sur les arbres, par exemple. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et puis je réponds volontiers aux questions si vous en avez. Eh bien, merci beaucoup, parce que d'abord, vous nous faites voyager à la montagne, ce qui est toujours très agréable, mais aussi, il y a quand même un certain nombre de données qui sont surprenantes sur la quantité des espèces et puis sur les changements qui sont dus à la remontée d'altitude et des choses dont on ne se doutait pas forcément, à savoir que eh bien, on va avoir dans un premier temps une diversité qui augmente quand on remonte en altitude. Si vous voulez bien, je vais tout de suite aborder une question qui nous est posée. C'est un assistant à la conférence qui demande, pour l'identification des espèces dans les sommets, vous détectez plus d'espèces maintenant qu'il y a 100 ans. C'est ce qu'on disait. Est-ce qu'il est possible que cette augmentation du nombre d'espèces soit due en partie à une plus grande capacité de détection des espèces, ou même un biais dû à une détermination des espèces avec des outils moléculaires de classification? Alors, détection, certainement pas, non. Donc, oui et non. Souvent, on ne sait pas combien de temps le botaniste qui montait historiquement a passé sur le sommet. On ne sait pas non plus s'ils étaient un ou deux, tandis que maintenant, en général, on y va à deux, pour des questions de sécurité. Donc, c'est pas exclu qu'on passe peut-être plus de temps sur le sommet que le botaniste anciennement. Mais de nouveau, anciennement, le botaniste avait déjà vraiment l'idée d'avoir une liste exhaustive des espèces, donc on peut lui faire confiance qu'il a vraiment cherché aussi de manière efficace et complète un peu partout s'il y avait, pour avoir une liste complète des espèces.
Donc peut-être, oui, il a manqué un ou deux individus, une ou deux espèces, mais la différence, c'est quand on voit une augmentation de 2 ou 3, en moyenne, je crois qu'on est dans les Alpes suisses à peu près à plus 80% d'espèces, donc quasiment au doublement du nombre d'espèces. C'est clair que ce n'est pas dû à ces questions de détection. Au niveau des outils, non, pas du tout, puisqu'en fait, on utilise des fluores comme eux utilisaient les fluores. Pour ce genre de travail, on n'est pas du tout au niveau moléculaire. Pour les plantes, on a eu assez peu de travaux encore qui ont cherché à couper les cheveux en quatre de notre flore alpine pour de trouver de nouvelles espèces dites cryptiques qui se distingueraient que sur la base du moléculaire. On est vraiment, on travaille encore avec la flore, la loupe, comme les anciens. Donc, c'est vraiment une augmentation qui est réelle, en grande partie, peut-être. Minoritairement, parce qu'on a passé un peu plus de temps que la personne précédente, que le botaniste de 1900, mais c'est secondaire comme effet. Certainement. Alors, toujours à propos de cette augmentation d'espèces, vous avez évoqué comme raison les moyens de dissémination, en particulier les graines, hein, qui ont des procédés qui puissent se permettre de disperser plus loin. Est-ce que, moi je m'étonne, enfin je me pose la question de savoir si on a considéré l'amplitude écologique de ces espèces. Et il y en a sûrement qui ont une amplitude écologique plus étroite que d'autres et qui doit les limiter. En revanche, il y en a certaines qui ont des capacités pour survivre dans des milieux plus froids ou plus exposés, alors qu'elles ne le sont pas forcément. Mais je connais mal la stabilité des milieux montagnards. Alors, qu'en est-il de l'amplitude écologique des espèces de montagne? Alors, bon, on a un peu de tout, évidemment. Comment répondre? Justement, il y a des espèces qui sont vraiment très cryophiles, donc qui vraiment ont besoin de conditions froides et qui vont jamais descendre. Après, il y a quand même beaucoup d'espèces de montagne qui sont redescendues. Typiquement, on retrouve même de les pelouses, justement, à 2000 mètres, par exemple, donc dans un domaine potentiellement forestier, mais des surfaces qui ont été déboisées un jour pour des pâturages. On va retrouver des anciennes alpines, des anciennes acoles, qui sont des espèces alpines normalement, qui ont profité du déboisement pour gagner des terrains, gagner des surfaces vers le bas, donc qui montrent une capacité quand même au niveau d'amplitude écologique assez importante. Inversement, on a des surprises. On a trouvé des genévriers à 3000 mètres d'altitude, alors que normalement, c'est une espèce qui est plutôt en limite de forêt, un petit peu au-dessus, mais pas beaucoup, mais qui ont été capables de faire des sauts énormes, de monter tout à coup à 3000 mètres d'altitude. Des myrtilles aussi, on en trouve parfois de manière très, très élevée. Donc, qui montrent quand même une tolérance, même s'il fait plus chaud qu'avant, qui montre une tolérance au froid bien supérieure à ce qu'on pouvait imaginer. De nouveau, c'est des sommets où il y a beaucoup de place. Hein. Souvent, c'est quand même assez rocheux, donc il y a encore la concurrence est faible. Et finalement, celui qui arrive, s'il supporte le climat, il n'a pas trop de soucis à se faire vis-à-vis du voisin. C'est certainement un facteur qui va favoriser les choses. Certainement. Est-ce qu'on pourrait dire que les espèces ligneuses ont une plus grande plasticité, puisqu'il est montré dans la fin de votre exposé que visiblement il y a une remontée qui est assez brusque, évidente, rapide. Et est-ce qu'il n'y a pas une plus grande facilité pour elles de coloniser des altitudes supérieures que les espèces herbacées? Est-ce qu'on peut faire la différence entre ces deux catégories de végétaux, ligneux et herbacés? Je pense que l'avantage des ligneux, en tout cas un des grands avantages des ligneux, c'est leur taille. C'est aussi leur inconvénient à certains stades. Mais disons que pour s'installer, en tout cas en tant que jeune plante, ils vont très vite passer par-dessus les herbes. Donc ils vont moins souffrir de la concurrence. Quand je vous parlais de la pelouse calcaire qui a très peu changé, Oui. Une autre graminée qui viendrait des altitudes, je ne sais pas, vers 1800 mètres, qui veut s'installer à 2300 mètres, elle va être longtemps en concurrence avec les graminées qui sont déjà à 2300 mètres, donc au milieu de ce tapis très dense. Par contre, le jaune arole qui s'installe va évidemment, quand il est jaune, aussi être en concurrence, mais assez vite, il va être au-dessus, donc il va échapper à cette concurrence. Et je pense que de manière générale, on voit que les changements sont particulièrement rapides là où les nouvelles espèces échappent ou occupent une situation, une niche écologique qui n'existait pas avant. J'ai parlé des graminées dans la combe à neige parce qu'elles sont plus grandes que les espèces de combe à neige. Donc,
colonisent facilement, en plus d'être à proximité. Les arbres aussi peuvent, justement par leur grande taille, créer tout à coup quelque chose qui est plus grand et donc s'installe assez facilement. Et en plus, le pin Saint-Broc, parce que beaucoup des auditeurs savent qu'il est dispersé par le casse-noix moucheté, qui va aller prendre des graines à l'automne et les cacher pour des réserves de nourriture. Et le casse-noix va mettre ses graines dans des endroits où il y a un peu de sol, mais qui sont bien exposés sur des rochers, par exemple, pour qu'il n'y ait pas trop de neige en hiver, pour qu'il puisse accéder facilement à sa cachette. Et c'est évidemment ce qui correspond le mieux à l'arbre pour se développer, parce qu'il sera beaucoup plus vite hors de la neige en hiver, au printemps, pardon, il sera plus vite hors de la neige au printemps, et puis sur ces endroits un peu exposés, il est aussi moins à la concurrence des autres espèces. Et ça lui donne certainement non seulement la capacité du casse-noix de voler plusieurs centaines de mètres, hein, on sait qu'il se déplace des fois de 10 km pour cacher ses graines, donc un déplacement qui est extrêmement rapide, mais aussi un déplacement, une dispersion qui se fait de manière extrêmement ciblée là où l'arbre a des chances de survivre. Par contre, l'épicéa, dont les graines sont dispersées par le vent, c'est évidemment beaucoup plus aléatoire et il y a moins de chances, disons, de tomber au bon endroit. Donc ça va un peu ralentir son déplacement, je pense. Merci pour cette précision. Je vais demander à mes collègues s'ils ont des questions à vous poser. J'en ai une, oui. Enfin, Yvette va en poser une aussi, je crois, mais ton micro n'est pas branché, Yvette. Ton micro n'est pas connecté. Oui. J'ai levé la main, mais je n'ai pas connecté le micro. Donc, je te laisse la parole et puis je la prendrai après. Dans cette capacité de colonisation, est-ce que vous faites une différence entre les plantes qui sont allogames et les plantes qui sont autogames? Est-ce que les allogames qui ont plus de variabilité génétique, en principe intraspécifique, ont une meilleure capacité de colonisation? C'est pas sorti comme un facteur important, non. J'avais pas directement regardé allogame, autogame, mais j'avais regardé s'il y avait des différences entre des plantes qui sont fécondées par le vent ou par les insectes, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en haute montagne, une bonne partie de la flore est fécondée, bon, soit par le vent, soit par les insectes, mais a aussi une capacité d'autofécondation. En particulier, les espèces entomophiles, donc fécondées par les insectes, sont aussi capables de s'autoféconder. Probablement que c'est un processus évolutif, vu que les saisons de croissance, de reproduction sont courtes, ce qui fait souvent froid, que les insectes ne peuvent pas ou moins voler. Beaucoup de plantes alpines ont gardé ou ont développé la capacité de s'autoféconder comme moyen de secours si les insectes ne sont pas venus. Donc, immanquablement, on a déjà une haute proportion de plantes autogames en haute montagne, ce qui rend ce genre d'analyse un peu plus difficile, disons. Mais en tout cas, entre celles fécondées par les insectes, par le vent ou autres, il n'y a pas de différence majeure dans la capacité de colonisation. J'ai une deuxième question qui concerne le sol. Vous avez dit que le sol n'évolue pas rapidement. Mais est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur les microbiotes et sur la rencontre des plantes qui changent d'aire de répartition avec d'autres microbiotes ou leur propre microbiote? Alors, je dirais que les études commencent à se faire dans cette direction, mais je connais moins bien et j'ai l'impression que c'est tellement récent qu'on n'a encore pas vraiment de données. Ce qui manque évidemment, c'est les données anciennes, hein. Là, c'est typiquement des données anciennes qui n'existent pas. Donc, on peut tout au plus comparer ce qui a été enregistré il y a 2 ou 3 ans par rapport à maintenant. Ce qui se fait beaucoup, par contre, c'est des études expérimentales où ils déplacent des blocs de terre et de plantes à des altitudes inférieures pour voir comment le système évolue. Je reste assez critique sur ce genre d'expérience parce qu'en fait, on crée un tel stress on prend 1 mètre carré de sol avec les plantes, on les déplace à 500 mètres plus bas. Donc, on crée un tel stress et un changement tellement brutal des conditions que je ne sais pas ce qu'on mesure réellement après. Alors oui, il y a des résultats, mais après, de quelle mesure on peut les transposer au changement futur, je pense que c'est difficile. Mais non, on n'apporte pas de données, mais c'est évident que les plantes qui se déplacent, elles se retrouvent potentiellement face à des bactéries ou des champignons qu'elles ont moins l'habitude. Mais après, les champignons se déplacent aussi très vite. Donc voilà, c'est difficile à dire. Merci.
Oui, j'ai une question concernant les plantes alpines qui ont des besoins en froid importants pour survivre. Vous avez précisé le risque de disparition de ces espèces, étant donné que les zones de développement risquent de disparaître. Mais en fait, avec les altitudes dans les Alpes, au-delà de 3000 mètres, est-ce qu'il y a vraiment une limite actuellement envisageable de, de biotopes pour ces espèces qui pourront peut-être migrer dans des zones encore bien plus hautes? Alors, c'est évident elles vont pouvoir remonter. Ce qu'il faut juste être conscient, c'est évidemment, plus on monte, plus les pentes sont raides, donc plus les surfaces potentiellement colonisables par ces plantes est limitée. Mais il y a des espèces qui ont encore un bon potentiel devant elles. Les saxifrages des rochers, par exemple, ou bien les androsas qui forment ces coussinets sur les rochers. Elles peuvent seulement monter. Hein. Là, si supporter les zones très rocheuses, falaises, il y a un potentiel, en tout cas de les Hautes-Alpes, jusqu'à 4800 mètres, lorsque la glace aura fondu au sommet du Mont Blanc, potentiellement. Donc oui, ça, c'est pas les espèces qui sont les plus à risque. La renoncule des glaciers, c'est déjà un peu différent parce que c'est comme une espèce qui a besoin de terrain pas trop raide, c'est pas une espèce de rocher, donc ça veut dire qu'il lui faut des zones caillouteuses qui soient relativement stables. Il ne va pas s'installer de des éboulis mobiles. Et ça, c'est des surfaces qui deviennent plus rares en altitude. Donc voilà, c'est très spécifique en fonction des espèces. Et puis à côté de ça, on a quand même des espèces alpines qui ont besoin de sols humides formés. Et puis au-dessus de 3000 mètres, ce genre de sol n'existe quasiment plus. 3000, 3200, ça dépend de quelle région, disons. Donc, c'est lié aussi à la présence de sol ou à leur absence, quoi, finalement. Exactement, oui. Et est-ce qu'il y a des travaux qui portent sur la colonisation des glaciers qui ont disparu? Justement, un peu dans cet esprit puisque les glaciers remontent de plus en plus, laissant libre cours à un champ libre pour la colonisation d'espèces. Est-ce qu'il y a des travaux qui mesurent la vitesse de colonisation de ces anciens glaciers? Alors, il y a des études qui ont été faites, oui, sur les moraines glaciaires. Alors après, les données qui existent sont souvent sur des grands glaciers, des grandes zones, ouais, les plus grands glaciers, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà des langues glaciaires qui descendaient à 1800 mètres, comme le glacier d'Aletsch, par exemple, où on a des données depuis 1940, où un professeur de Berne, Werner Lüdi, avait mis des carrés permanents sur les moraines, et qui sont toujours existants. Donc là, on a des données, sauf que voilà, on est à 1800 mètres d'altitude, c'est pas pertinemment la même chose. Il y a d'autres études qui suivent la colonisation. On a un projet en cours là, à 2300 mètres d'altitude, mais de nouveau sur les moraines. Il y a quelques études, oui, ponctuelles, qui montrent que ces surfaces sont assez vite recolonisées. C'est certain. Après, ça dépend beaucoup, justement, ça revient à la question du sol. Quand le glacier se retire, il va dégager parfois des zones rocheuses, des gros cailloux de la falaise ou des choses comme ça. Donc, c'est la place pour des espèces plutôt plus de fissures, comme les androsas, les saxifrages. Puis autrement, il dégage aussi des moraines qui peuvent être très instables au début si c'est raide. Et particulièrement, justement, quand le glacier sortir à 2800-3000 mètres d'altitude, c'est des surfaces en général très raides, donc totalement instables et difficiles à coloniser. Quand on est dans des zones de moraine relativement planes, là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de sol au sens strict, mais par contre, on a beaucoup d'éléments fins, beaucoup de sable, peut-être pas déjà des limons, mais de sable, de gravier, donc une certaine capacité à retenir l'eau et à permettre aux plantes de s'enraciner. Et là, ça ouvre la place à une plus grande node d'espèces. Donc oui, il y a une recolonisation et c'est clair que les moraines qui sont relativement stables sont le meilleur potentiel pour beaucoup d'espèces pour coloniser des altitudes plus élevées. Merci. Encore, si on a le temps, Yvette, une petite question subsidiaire. Vraiment subsidiaire parce que c'est en marge de votre exposé, mais est-ce que vous avez des informations sur des plantes cultivées comme les arbres fruitiers qui sont cultivés en moyenne montagne et leur éventuelle remontée aussi dans des altitudes plus hautes? Pas vraiment, non. À part une anecdote, j'avais trouvé à 2900 mètres d'altitude un cerisier qui avait déjà passé en hiver, qui faisait 20 cm de haut et donc qui avait tout qu'à passer l'hiver. On peut penser que c'était un sommet assez parcouru par les touristes, donc on peut penser que c'est quelqu'un qui était venu manger ses cerises au sommet. Ou alors un renard. J'ai aussi vu des crottes de renard à 2800 mètres d'altitude, loin de tout autre site.
justement une crotte Bernard une fois qu'il y avait des cerises, donc des noyaux de cerises. Donc Bernard avait dû manger ces cerises à 1400 mètres, qui étaient à peu près les plus proches cerisiers, étaient montés, je crois, à 2600 mètres pour laisser sa crotte. Donc la dispersion, elle peut exister, mais non, je n'ai pas de données précises. Après, justement, c'est les fruitiers dépendent surtout de l'homme, donc après, charge aux agriculteurs de tester la plantation du cerisier ou du pommier à des altitudes un peu plus élevées. Merci. Bien, eh bien s'il n'y a plus de questions, je vais laisser la parole pour conclure. Yvette, peut-être? Oui, mais écoutez, je voudrais tout d'abord remercier nos 3 orateurs qui ont fait des exposés très, très clairs et tout à fait sur le sujet que nous avions déterminé. Et je remercie également les 2 Philippe qui ont très bien animé cette session. Je voudrais vous donner rendez-vous la semaine prochaine à 14h30 pour les études sur les forêts, les arbres forestiers et l'impact du changement climatique sur ces espèces qui ont une longue période de vie. Voilà, je vous remercie tous. Je vous dis à bientôt et nous allons terminer notre réunion sur ces quelques mots. Au revoir. Merci, au Merci, revoir. au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.